Bonjour Aurélien Taché, merci d'être avec nous dans les 4V en ce 1er novembre. Avant de parler de l'international, des répercussions en France, je voulais vous interroger sur cette proposition de loi, cette PPL que vous venez de développer, de déposer, qui veut, je cite, mettre fin au principe de préférence nationale qui prévaut actuellement dans notre pays. Mais est-ce qu'elle existe vraiment, cette préférence nationale? Parce que c'est quand même souvent un terme qu'on tend plutôt très à la droite de l'échiquier politique. Oui, parce que justement, vous avez des partis comme le Rassemblement national ou d'autres qui expliquent qu'il faudrait mettre la préférence nationale en place dans notre pays. Moi, je démontre avec cette proposition de loi qu'elle existe déjà et qu'il faut au contraire y mettre fin pour une véritable intégration des étrangers. Quand vous avez, par exemple, l'obligation de passer par des procédures spécifiques, de demander une autorisation de travail pour pouvoir travailler en France quand vous êtes étranger et que l'employeur doit démontrer que pendant 6 mois, il n'a pas trouvé de candidat français pour occuper le poste et doit payer des taxes de 2 ou 3 000 euros pour recruter quelqu'un, moi j'appelle ça une préférence nationale. Quand vous avez dans un centre d'hébergement d'urgence quelqu'un à qui on demande de partir parce qu'il n'a pas la nationalité française et qu'il ne peut plus être hébergé, c'est de la préférence nationale. Ou encore quand vous avez par exemple les frais d'inscription à l'université pour les étudiants étrangers qui sont 5 fois supérieurs à ceux des Français, tout ça c'est de la préférence nationale. Oui, parce que c'est payé par les impôts, par les Français, notamment l'université. Donc Bien- c'est peut-être bien sûr, normal que des Français aient un peu plus de droits que les étrangers, qui peuvent quand même y accéder, mais pas au même tarif. Oui, mais les étudiants étrangers, par exemple, peuvent ensuite aller faire rayonner la France à l'étranger. Vous parliez à l'instant dans votre sujet de l'importance de montrer comment la France est un pays dans lequel il fait bon vivre et on peut venir installer des entreprises, on peut venir y faire un certain nombre de choses. Donc tout ça, effectivement, n'est pas normal. Vous avez encore sur d'autres sujets une carte d'identité. Quand vous faites votre demande, Jean-Baptiste Marteau, pour une carte d'identité, ça prend un temps de 2 ou 3 mois. Pour un étranger, c'est plusieurs mois et parfois ça conduit à des ruptures de droit entre les deux demandes de titre de séjour. Et les gens se retrouvent en centre de rétention. Moi, j'ai vu des personnes, quand je visite un centre de rétention, qui me disent j'ai eu une carte de séjour pendant 10 ans, j'en ai encore eu une autre. Là, mon rendez-vous en préfecture ne m'a pas été donné, je me retrouve en centre de rétention. Si ça, ce n'est pas de la préférence nationale, je ne sais pas ce que c'est. Mais par exemple, Aurélien Taché, vous ne trouvez pas ça normal que certains emplois soient réservés aux Français ou même aux Européens pour certains? Je pense aux fonctionnaires, je pense aux personnes qui gèrent la sécurité publique, les policiers. Eh bien, écoutez, je pense que ça se discute. Peut-être que pour un certain nombre de fonctions très spécifiques, magistrats, officiers de l'armée, on peut demander cette nationalité. Mais aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison, c'est dans ma proposition de loi. Moi, je propose que sur les autres postes de la fonction publique, pour aller travailler dans une mairie, pour aller travailler dans une école, on puisse avoir des étrangers. Quel plus bel exemple d'intégration que de faire cette ouverture-là. Mais vous n'avez pas peur que dans un pays qui vote, selon le dernier sondage, plus de 30% pour Marine Le Pen à la prochaine présidentielle, 7% pour Éric Zemmour, ce genre d'idée, ce genre de proposition de loi, c'est au contraire, ça incite encore davantage de Français à voter très à droite. Je comprends votre question, mais je crois que c'est vraiment l'inverse. Je pense que si on démontre aux Français qu'on a une politique d'intégration qui fonctionne, que les gens qui arrivent ici vont pouvoir, dans les mêmes conditions que les autres, trouver un emploi, un logement, s'installer, eh bien la question migratoire qu'on agite tant ne pose plus de difficultés en réalité. Juste pour finir, vous pensez que cette PPL, elle a la moindre chance d'être même examinée à l'Assemblée nationale, de voir le jour? Je le souhaite, et puis de toute façon, je déposerai un certain nombre des articles de cette proposition de loi sous forme d'amendement dans le projet de loi de M. Darmanin qui arrivera très prochainement à l'Assemblée nationale. En un mot, comment, parce que votre parti, donc les écologistes, maintenant les écologistes qui ont remplacé Europe Écologie Les Verts, Oui. fait partie de cette NUP, en tout cas ce qu'il en reste. Comment, Oui. En un mot, comment vous décririez justement l'état de la NUP en ce moment? Je dirais que nous sommes confrontés à des difficultés, mais qu'elle reste ce qu'elle a toujours été, à savoir une promesse d'unité pour des Français qui désespèrent de voir la gauche, les écologistes, les insoumis, ne pas s'entendre pour pouvoir porter un programme de rupture clair avec ce qui est mené depuis des années dans notre pays comme politique. Et donc moi, je reste très attaché à cette union. D'ailleurs, les écologistes ont réaffirmé leur attachement à l'Assemblée nationale à cette union. Donc, je continue d'avoir espoir, même si je suis inquiet quand j'entends, par exemple, hier matin, Olivier Faure, ici même. nous expliquer que finalement, il n'y aurait plus les conditions réunies pour poursuivre les travaux de la NUP. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit même cette conflictualisation permanente sur tous les sujets, ça conduit au pire. Il parle évidemment des propos de Jean-Luc Mélenchon. Il n'a pas un petit peu raison tout de même? Moi, je pense que ce qui conduit aussi à des difficultés, c'est le renoncement sur un certain nombre de sujets. Nous nous étions entendus avec l'ensemble des familles politiques qui participent à la NUP sur un programme de rupture. Mais par exemple, quand après les révoltes populaires qui ont conduit à la mort du jeune Naël, les socialistes refusent de venir manifester avec les écologistes et les insoumis pour demander l'abrogation de la loi Cazeneuve qui permet aux policiers de tirer plus facilement en cas de refus d'obtempérer, qui a conduit à la mort du jeune Naël et qui a conduit à des révoltes populaires, je m'inquiète de ce renoncement. Quand sur l'A69, en tant qu'écologiste, nous nous mobilisons et que Mme Delga, socialiste,
continue de défendre ce projet d'autoroute, je m'inquiète de ces renoncements. Je pense les que habitants tous ces avaient été consultés, avaient dit oui. Je pense que tous ces renoncements sont plus dangereux pour l'avenir de la NUP et son idée de véritablement avoir ce programme de rupture que je ne sais quelle déclaration d'homme politique, aussi brillant soit-il, Jean-Luc Mélenchon par exemple. Un mot pour finir, quand on parle de conflictualisation surtout, de rupture, etc. La société, elle n'a pas besoin d'un peu plus d'apaisement plutôt que justement de conflictualisation sur tous les sujets. Mais moi, je suis pour qu'on aille vers l'apaisement, mais simplement quand vous avez des gens qui sont dans une situation de détresse sociale absolument terrible, quand vous avez une colère qui monte, il faut aussi pouvoir l'entendre et apporter des réponses politiques à la hauteur de ce désespoir. Aurélien Taché, des étoiles de David peintes sur les murs dans de très nombreuses villes, sur des immeubles à Paris, Vannes, Fontenay-les-Roses, Aubervilliers ou encore Saint-Ouen. Comment c'est possible en 2023 ? Est-ce qu'on ne revit pas un petit peu en ce moment les pires heures des années 40 ? C'est absolument terrifiant et moi je veux dénoncer avec force, et d'ailleurs ma présidente de groupe Cyril Châtelain l'a fait hier à l'Assemblée nationale, elle a posé une question au gouvernement, cette montée de l'antisémitisme en France, cette recrudescence des actes antisémites. Nous avons effectivement une terrible inquiétude face à cela. N'importons pas le conflit israélo-palestinien sur le sol français. De la même manière que moi j'étais très mal à l'aise quand on demandait aux musulmans français de se désolidariser d'un certain nombre d'actes terroristes, je ne demanderai jamais aux juifs français de se désolidariser des crimes de guerre menés par Israël. Ce sont deux choses totalement différentes. Moi j'ai une position très ferme sur ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. J'en ai une tout aussi ferme pour protéger nos concitoyens juifs français. Dans ce climat justement, question qui peut paraître secondaire, mais qui ne l'est pas, je pense. Qu'est-ce qu'on peut rire de tout sur ce drame qui se déroule au Proche-Orient quand on entend un humoriste de France Inter, Guillaume Meurice pour le citer, qui fait un sketch sur le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou en disant, je cite, qu'il est une sorte de nazi mais sans prépuce. L'Arcom, l'ancien CSA, a ouvert une enquête. Est-ce que ça vous choque ? Écoutez, ça ne m'a pas fait rire, mais vous savez, beaucoup de choses ne me font pas rire et pour autant, je défends la liberté d'expression. Moi, je ne suis pas Charlie quand ça m'arrange. Je suis Charlie tout le temps. Donc, je suis Charlie et je suis Guillaume Meurice aussi ce matin. On peut rire de tout quand on a en France cette tradition de satire, de liberté d'expression qui doit s'appliquer, qui doit être défendue. On doit pouvoir le faire. Donc effectivement, j'ai vu que M. Meurice avait été embêté pour ça. Moi, d'autres propos m'ont beaucoup plus choqué et à mon avis, l'Arcom doit être saisi pour bien d'autres sujets en ce moment que pour les propos de Guillaume Meurice. Je pense par exemple à ceux de Mme Fourest qui nous explique que finalement les vies israéliennes vaudraient plus que les vies palestiniennes ou en tout cas... En tout cas, qu'il n'y aurait pas d'intention de la part d'Israël de finalement s'en prendre aux populations civiles. Le massacre au camp de réfugiés de Jabalia qui s'est tenu cette nuit démontre le contraire. Justement, on y vient à Gaza, l'offensive israélienne donc, qui se poursuit avec cette fois-ci 11 soldats israéliens qui ont perdu la vie ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza. Mais de l'autre côté, effectivement, de très nombreux civils qui sont également morts. On a appris que 2 enfants de nationalité française sont également décédés hier à Gaza. Impossible d'avoir des chiffres fiables. Le porte-parole de l'UNICEF parle d'un cimetière pour des milliers d'enfants. On fait quoi maintenant, Aurélien Taché ? Écoutez, l'urgence, on ne cesse de le répéter depuis maintenant des semaines, nous en tout cas à la NUPES, c'est d'appeler à un cessez-le-feu. Il faut véritablement un cessez-le-feu. Pourquoi il faut un cessez-le-feu ? D'abord parce que la priorité, ça doit être la libération des otages israéliens. Et aujourd'hui, les familles d'otages israéliens disent à M. Netanyahou, en menant votre guerre totale en Palestine, vous êtes en train de sacrifier nos familles. Il faut un cessez-le-feu pour évidemment protéger ces centaines de civils qui sont morts dans un seul bombardement, celui par exemple du camp Jabalia, et il y en a eu bien d'autres, c'est plusieurs milliers de personnes qui ont été massacrées. Alors il faut appeler à ce cessez-le-feu et ensuite il faut aussi que la France joue finalement tout son rôle d'une manière diplomatique. C'est ce que tentait de faire Emmanuel Macron. Oui, mais qu'est-ce qu'il a dit Emmanuel Macron ? Pas grand-chose. Moi je vais vous donner un exemple. On n'a pas eu d'élection en Palestine depuis maintenant 2006. On n'a pas eu d'élection en Palestine depuis 2006 et c'est donc effectivement le Hamas qui dirige Gaza, le Fatah qui dirige la Cisjordanie. Pourquoi on n'a pas eu d'élection ? Parce que Israël refuse qu'il y ait des bureaux de vote à Jérusalem-Est, qui, comme vous le savez, est revendiqué comme étant la capitale du futur État palestinien. La France doit pousser à ces élections. On doit avoir de nouveaux interlocuteurs qui sont issus de ces élections pour pouvoir discuter d'une solution à 2 États. C'est ça la perspective politique que la France pourrait tracer. Vous continuez à appeler à des rassemblements pour justement demander cessez-le-paix, pour soutenir la cause palestinienne en France, malgré les interdictions répétées, notamment du préfet de police de Paris. Moi, j'en ai organisé un à Cergy lundi soir, un rassemblement pour la paix, qui n'est pas un rassemblement pour un camp ou pour un autre, mais pour la paix, pour qu'un cessez-le-feu voie le jour. Ce rassemblement a été autorisé, c'est extrêmement bien passé, donc oui, je continuerai d'appeler à manifester et à se rassembler pour la paix parce que nous avons besoin de nous mobiliser. Même si, comme dit le préfet de police, il l'a répété, le problème, ce sont les organisateurs souvent de ces manifestations. Je cite des organisations qui, par les propos qu'elles ont pu
tenir pouvaient laisser à penser qu'elles étaient en soutien du Hamas, dit Laurent Nunez. Mais moi, écoutez, dans le rassemblement que j'ai organisé à Cergy, que j'ai déposé en mon nom, en plus, je n'ai pas vu un seul drapeau du Hamas, pas un seul cri qui pourrait être reproché, antisémite ou autre. J'ai juste vu des gens qui disaient « Mobilisons-nous, faisons entendre la voix de la France pour la paix, c'est absolument urgent, nos enfants meurent en Palestine ». C'est le propos, effectivement, que vous tenez ce matin et ce que vous réclamez avec votre groupe. Merci Aurélien Taché, Merci à vous. député écologiste du Val d'Oise, l'invité des 4V en ce 1er novembre. Merci. Merci.